Pourquoi les Français ont la cote en Bundesliga? Bienvenue dans un nouveau temps additionnel du Club des 5. Je suis très heureux, on est très heureux de vous accueillir pour cette vidéo un peu spéciale. On est en plein cœur d'une semaine de Ligue des Champions. On a eu les premiers huitièmes de finale retour qui sont passés. On a les prochains la semaine prochaine, mardi et mercredi. Et là, on va s'intéresser un peu sur les Français en Bundesliga parce qu'il y en a beaucoup qui performent. Et c'est une émission qu'on voulait faire depuis quelques semaines avec des invités un peu spéciaux. Alors avant, c'est pas un invité. Il est toujours avec moi. Walid Acharchour, bonjour. Bonjour Romain, bonjour à tous. Comment ça va? Ça va super, c'est un plaisir. T'es content de faire cette émission aussi oui. ou pas? Discuter de football, c'est toujours intéressant et en plus on a un invité spécial aujourd'hui. Donc, puis on a un grand éducateur et formateur. Donc je suis bien entouré. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a Walid, profil chroniqueur. On a Yacine Amened, profil éducateur. Salut Yacine, ça va? Ouais, ça va bien. Ouais, impeccable. Toi aussi, t'es content de faire cette émission? Qu'on parle foot et formation. Dès qu'il y a de la lumière, il rentre. Ça peut durer 2 heures. Et on a Samir Kiat, profil agent de joueur, et qui va être hyper intéressant. Salut Samir. Bonjour à tous. Alors, c'est hyper intéressant de t'avoir aussi parce qu'il y a tout un aspect un peu contractuel et évolution des jeunes joueurs. Pourquoi les jeunes joueurs partent en Bundesliga? Pourquoi ils y arrivent aussi? Donc, ça va être intéressant d'avoir ton avis. Est-ce que c'est un sujet qui t'intéresse, qui te passionne aussi là-dessus? Ouais, ça m'intéresse. À partir du moment où ça touche au foot, déjà, ça m'intéresse. Après, c'est un marché qui est porteur. Donc, nous, en tant qu'agents, si je parle en tant qu'agent, il nous intéresse de plus en plus. Ça nous permet de les mettre dans un championnat très compétitif et qui peut permettre de progresser et d'aller après à des objectifs plus importants. Donc, pour les plus anciens, Samir Kiat est une connaissance pour les anciens du Club des 5. Il avait fait un débrief avec nous pour Angleterre-Tunisie à la Coupe du Monde 2018. Voilà, ça remonte un peu. Ça remonte et on se suit depuis cette date-là et même avant. Et on voulait la voir parce qu'il il est concerné. On parle souvent dans le vide. Là, on va essayer de parler avec quelqu'un du terrain et quelqu'un qui a connu ça. Donc, c'est vraiment la direction qu'on a envie de prendre sur le temps additionnel, c'est d'essayer de mêler nos discussions à quelqu'un qui est dedans. L'intérieur du métier. Et notamment, dans les joueurs que tu as à Samir, il y a Evan Ndika qui est à Francfort là, jusqu'à la fin de la saison, qui est en fin de contrat. Mais qui a été formé à Auxerre et qui est donc parti très très jeune en Bundesliga. Donc c'est pile dans le thème de l'émission. Juste avant de démarrer les débats, je m'adresse à vous les socios, très heureux d'être avec vous. Alors ceux qui nous regardent sur YouTube, vous connaissez le réflexe, on met les petits pouces bleus, ça nous aide énormément. Vous allez pouvoir aussi répondre aux questions. Pourquoi vous trouvez que les Français ont la cote en Bundesliga? Est-ce que c'est parce qu'ils ont plus de responsabilités? Est-ce que c'est parce qu'ils sont un peu plus libérés? Est-ce que c'est parce qu'ils ont un profil un peu différent des joueurs allemands? Et puis il y a aussi tous ceux qui ne nous voient pas mais qui nous écoutent en podcast. On est très très heureux d'être avec vous aussi. On sait qu'on a de très très bonnes audiences et qui sont en progression jour après jour. Donc merci de nous faire confiance à tous ceux qui nous écoutent en podcast. Souvent c'est le matin. Entre 8h et 9h, on a un pic d'audience. Voilà, comme ça on le sait. Et donc on espère que vous faites vos trajets avec nous et que ça se passe très très bien. N'hésitez pas à nous mettre des petites étoiles, ceux qui sont sur les différents podcasts. Et si vous voulez participer au débat, bien sûr, venez sous la vidéo YouTube et venez mettre votre commentaire. On rappelle que le commentaire qu'on jugera le plus pertinent sera épinglé parce qu'on lit tous les commentaires qu'il y a sous chaque vidéo du temps additionnel. Sur le pic, en tout cas, on est sûr que moi, j'écoute pas c'est pas podcast, toi. C'est pas toi. Entre 8h et 9h. Le 8-9h, c'est pas toi. Ouais, je suis pas dans la cible. Et moi, je les découvre. Voilà. Début d'émission, je les découvre. Alors, pourquoi les Français ont la cote en Bundesliga? On va essayer de séparer ça en plusieurs catégories. Déjà, on va se demander si c'est vraiment vrai, s'il y a vraiment la cote en Bundesliga pour les joueurs français. Et puis ensuite, on parlera de l'aspect un peu formation et puis l'aspect départ. Pourquoi ils partent en Bundesliga? Dans quel but? Est-ce que c'est pour s'installer là-bas? Est-ce que c'est pour peut-être faire des clubs tremplins et repartir ensuite dans des encore plus grands clubs, faire de la post-formation? Donc ça va être assez intéressant. D'abord, effectivement, le français est quelque chose de prisé en Allemagne. On est le premier contingent de joueurs étrangers en Bundesliga. 38 joueurs cette année pour l'année 2022-2023. La Bundesliga est aussi le championnat du Club des 5 où il y a le plus de joueurs français, donc devant la Liga, la Première Ligue, la Serie A.
pas forcément, pas la Ligue 1, forcément. Mais c'est un fait, Walid, les joueurs français ont conquis l'Allemagne, ont de plus en plus de responsabilités et à diverses échelles et dans divers clubs. Oui, avec des joueurs qui trustent les meilleurs clubs, mais aussi dans des clubs un peu plus intermédiaires en Bundesliga et qui réussissent à briller. On en parlera tout à l'heure, hein, les raisons, mais que ce soit des joueurs très très jeunes ou des joueurs un peu plus âgés. On a vraiment l'impression qu'aujourd'hui, les Français, que ce soit offensivement et défensivement, parce qu'on a un peu moins de milieux, paradoxalement, qui vont en Allemagne, mais qui réussissent très très vite à s'adapter à ce championnat et qui tentent l'aventure en Bundesliga. Là, sur la photo, on avait Ludo Ajorc, notamment, qui est parti de Strasbourg pour aller à Mayence. Pas forcément le joueur le plus jeune qui va partir en Bundesliga, mais ça montre que c'est intéressant. Et la Bundesliga ne s'intéresse pas uniquement à des jeunes joueurs en post-formation, donc c'est plutôt intéressant. Et c'est vrai que c'est pas anodin, quoi. Nos joueurs français s'exportent en Allemagne, dans d'autres championnats aussi, mais il y a un vrai essor sur ce championnat. Et ce serait intéressant de voir si aujourd'hui, que ce soit les clubs et même les agences, il y a une vraie volonté d'y aller. Alors Samir, tu disais tout à l'heure que c'était un marché intéressant. Tu sens qu'il y a un regain d'attrait du joueur français pour les clubs allemands depuis quelques années ? Ouais, complètement. Après, pour répondre à la toute première question, les Français ont la cote sur tous les marchés, pour être totalement transparent. Après, la Bundesliga fait partie des pays où les Français ont la cote, mais les Français ont la cote sur tous les marchés. Et que ce soit, entre guillemets, je dis bien, du premier couteau, deuxième couteau, troisième couteau, même aujourd'hui, les championnats un peu plus exotiques, entre guillemets, comme la Bulgarie, comme la Roumanie, comme tous ces championnats-là, aujourd'hui sont friands aussi de joueurs et ils peuvent pas toucher certains marchés, mais ils touchent d'autres marchés. Je m'éloigne un peu du sujet, mais c'est juste pour expliquer un petit peu. Et aujourd'hui, vous avez beaucoup de clubs bulgares, roumains, croates, qui vont chercher même en deuxième, et surtout en national aujourd'hui des joueurs. Et ça peut permettre aussi à certains joueurs qui jouent aujourd'hui en national et qui n'ont pas forcément un avenir ici, de jouer en D1 dans des championnats élevés, de jouer dans une première division, de parfois jouer la Coupe d'Europe, et d'avoir une réputation, de bien gagner leur vie aussi, parce que c'est aussi important pour eux, parce que c'est aussi leur métier. Et même si avant tout c'est de prendre du plaisir et de jouer au foot, mais voilà, aujourd'hui les Français de manière générale ont la cote. Après le championnat allemand, effectivement, aujourd'hui il y a un vrai attrait de la part des joueurs, et moi je suis bien placé pour en parler, parce que quand on a mis Evan à 17 ans, entre guillemets la valeur du championnat et comment dire, pour employer le bon terme, l'exposition, l'attrait pour ce championnat n'était pas aussi important qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, quand vous allez dans les sélections de jeunes, vous regardez les U16, les U17 de l'équipe de France, U18, l'objectif des 3/4, c'est d'aller en Allemagne. Alors qu'il y a 5, 6, 7 ans, non, en fait, l'objectif des jeunes Français, c'était d'aller en Angleterre. Aujourd'hui, vu le nombre d'échecs qu'il y a eu en Angleterre sur cette période-là, il y a quelques années, aujourd'hui, en fait, l'Allemagne peut être un bon tremplin justement pour arriver en Angleterre et arriver prêt en Angleterre. Parce qu'après, on va rentrer un peu plus dans le débat. Quand il part à 17 ans, pour contextualiser, on est quoi? On est en 2018-2019? Alors, au niveau de la saison, je crois qu'on est en 2018-2019, oui. Donc, entre 2018-2019 et aujourd'hui 2023, déjà à l'époque, quand tu fais Evan de Auxerre, qui était en Ligue 2, à Francfort, c'était pas aussi flagrant qu'aujourd'hui, la Bundesliga, et cette volonté d'y aller. Les joueurs, en fait, il n'y avait pas cet attrait-là pour le championnat allemand. Le championnat allemand, il le voyait de loin, il n'était pas très médiatisé ici en France. Aujourd'hui, ça a changé. Et ce qu'il faut savoir, pour donner un exemple, quand on fait Evan Ndika à Francfort d'Auxerre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un intérêt d'un très gros club anglais, un très très gros club anglais, qui est dans le Big Five, même le Big Four, j'ai envie de dire, et un intérêt d'un autre club et d'un très gros club italien, en plus de Francfort. Et il faut aussi savoir que le club qui financièrement proposait le moins d'argent, c'était Francfort. Mais le projet sportif était plus intéressant. Aujourd'hui, on n'a jamais de garantie dans le football, mais on avait un projet qui nous montrait que le joueur allait jouer rapidement avec l'équipe première. Contrairement à... Et là est la différence entre un très gros club anglais et aujourd'hui un très bon club allemand.
Et Francfort, en Allemagne, c'est un top club. On parle d'un club qui maintenant est champion d'Europe, qui a remporté une Coupe d'Europe l'année dernière. Yacine, on ne t'a pas encore entendu. Moi, ce qui est intéressant, c'est aussi l'aspect formation et pourquoi les joueurs français ont la cote. Alors, en Bundesliga et ailleurs, comme tu disais, Samir. Qu'est-ce qui fait que le joueur français arrive véritablement à se démarquer des autres? Il y a 2 éléments. Déjà, le rapport qualité-prix. Parce que c'est une réalité. Le joueur français ne coûte pas super cher, et notamment par rapport aux qualités qu'il a. Mais surtout, en fait, il faut faire une petite parenthèse sur ce qu'est la formation en Allemagne. Et après la réforme de 2000-2004, où on a formé des joueurs techniques avec la fameuse génération Draxler, Reus et tous les beaux joueurs, ce qu'ils ont appelé les beaux joueurs. Alors qu'avant, l'Allemagne était plutôt un championnat réputé pour son côté athlétique. On a oublié de former des joueurs en fait, qui sont capables de faire des différences individuelles avec une grosse technique et de la puissance. Et en France, on sait, et c'est pour ça que ce que disait Walid, ça m'a fait sourire parce qu'il a dit on n'a pas beaucoup de milieux, mais en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que les Allemands viennent chercher des attaquants, des défenseurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont les profils qu'eux n'ont pas chez eux. À savoir des joueurs très forts athlétiquement, des joueurs qui sont capables de jouer au foot aussi, même de derrière, des joueurs qui font des différences individuelles parce que l'Allemagne a aussi beaucoup misé dans cette période-là sur le football collectif. On en a parlé avec Leipzig et compagnie. Mais ce football collectif, à un moment donné, il a besoin de joueurs qui sortent du cadre et qui font exploser un système adverse. Qui est capable de le faire aujourd'hui? En fait, les Français, on reviendra sur la formation. Moi, j'en parle souvent. Le joueur autosuffisant, quoi. Voilà. Et je parle souvent des lacunes de la formation française, mais ça, c'est une force d'avoir pu en fait avoir des joueurs qui sont capables à eux tout seuls, sur un dribble, sur une accélération, de faire sauter un système. Et les Allemands se sont dit, tiens, ils sont bien formés, et pourquoi on va aller chercher jeunes? Parce qu'en fait, ils ont une belle qualité de base, mais il leur manque des choses dans le collectif. Plus on va les prendre jeunes, plus on va pouvoir les amener avec ça, mais ils ont déjà leur qualité individuelle. Donc, c'est le mix parfait. Et la dernière chose, pourquoi aussi les joueurs y vont, et je rejoins ce qui a été dit d'ailleurs depuis le début, parce qu'il y a l'image de la Bundesliga. Et il ne faut pas oublier qu'il y a 2 choses essentielles. La première, alors je sais que ça fait un peu le vieux comme d'habitude, mais je suis le vieux de l'équipe. Dans les années 90, 2000, avec l'équipe du dimanche, la Bundesliga, il n'y avait pas de résumé de match, il y avait les buts, parce que c'était des buts spectaculaires, mais il n'y avait pas de résumé de match, on regardait pas. On avait Thorsten Frings qui nous mettait la frappe, et puis c'était à peu près tout, quoi. Et la deuxième chose, donc un peu plus tard, dans les années 2010 et début de 2020, ce qui se passe, c'est que non seulement la Bundesliga devient un championnat spectaculaire, il y a du jeu, on vient jouer au foot en Bundesliga, on marque des buts, et ça c'est toujours attrayant pour un joueur. Il y a du monde dans les stades, mais il y a un élément aussi essentiel, c'est que les premiers joueurs français ont réussi et ont donné une belle image du joueur français, et eux ont rapporté aussi une belle image de la Bundesliga. Et ça aide, parce que quand on vous dit vous êtes contacté par un club anglais ou par un club allemand, ce que font les joueurs naturellement, c'est aussi aller se renseigner autour des joueurs qu'ils connaissent. Voilà, moi j'ai passé une super expérience à Dortmund, à Francfort, à machin. Au Bayern. Voilà. Et ça aussi, ça joue, c'est-à-dire que c'est plus le championnat, le 5e championnat un peu à part, spectaculaire, mais il a une belle image aujourd'hui auprès des joueurs français. Donc, en fait, les deux se sont trouvés, les Allemands et les Français. Ça remplit énormément de cases. C'est vrai que à l'époque, nous, quand on était petits, on avait les Lizarazu, Ismaël, Sagnol. Et derrière, il y a eu pour moi l'arrivée en 2007 de Franck Ribéry. Est-ce qu'il a réalisé au Bayern Munich? Et tu prends l'exemple de Coman notamment. Coman arrive pour suppléer, entre guillemets, Franck Ribéry. Et il arrive après la Juve. Voilà. C'est pas son premier choix de partir d'abord en Bundesliga. Mais ça aussi, c'est vrai que l'image, le bouche à oreille, on sait très bien que ça marche aussi comme ça. Il y a les expériences, la vie là-bas, le respect que tu donnes aussi aux joueurs français. Quand tu vois comment le Bayern Munich a érigé Franck Ribéry pendant toute sa carrière, c'est quand même un exemple en termes de gestion de club. Et tu l'as dit, la qualité du joueur, les entraîneurs, le championnat spectaculaire. Et pour un défenseur comme pour un attaquant aujourd'hui, s'exiler en Bundesliga. Alors il ne faut pas non plus rentrer dans la caricature, et après on va entendre Samir là-dessus, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que voilà, tu vas en Bundesliga, c'est facile et tout le monde peut y arriver. Mais quand tu vois qu'il y a des joueurs très très tôt, les défenseurs, on va parler d'Evan, mais tu as aujourd'hui 2 joueurs qui sont internationaux et qui étaient vice-champions du monde avec l'équipe de France, Upamecano et Konaté, qui étaient à Sochaux et à Valenciennes et qui sont partis très 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 tôt à Leipzig, qui ont joué très très tôt à Leipzig. Aujourd'hui, on a Nkunku qui est parti un peu plus tard du Paris Saint-Germain, qui a explosé à Leipzig. Il y a beaucoup aujourd'hui d'exemples pour la nouvelle jeune génération qui sont gagnants et qui donnent des idées, je pense, aux agents et surtout au club. Et puis aussi aux joueurs, parce qu'on voit bien qu'il y a beaucoup de profils qui étaient même
à la base pas prédestiné à être en équipe de France A, et quand il performe, ou il surperforme même parfois dans le championnat allemand, il se retrouve très vite en équipe de France. Moussa Diaby, même Benjamin Pavard dans c'est vrai. Tout en sachant que si, encore une fois, je n'ai pas la science exacte et je ne suis pas devin, mais est-ce que si Pavard était resté à Lille 2-3 ans, il aurait été international et aurait fait la Coupe du Monde 2018, c'est pas sûr. Non, pas sûr. Tout à l'heure, Walid, tu parlais du Bayern, qui forcément le Bayern attire parce qu'on parle d'un des plus grands clubs au monde, mais je vous donne la déclaration de Randal Kolo Muani en mai dernier, au moment où il fait le choix de partir du FC Nantes pour Francfort. Il dit « Je pense que j'ai bien fait de faire ce choix-là. La Bundesliga, c'est le championnat qui m'attirait le plus, qui pour moi correspond à mes qualités. L'idée, c'est de toujours viser plus haut. Et Francfort, c'est un autre tremplin, je l'espère, un club qui va me faire essayer de pousser un peu plus. Je vais me confronter à ce nouvel environnement et plus tard, on essaiera de viser la Première Ligue. » Alors, lui, il a l'objectif Première Ligue et il a l'objectif un peu tremplin, mais il choisit quand même un championnat qui correspond à ses qualités. La manière dont il le dit, alors il dit Francfort, c'est bien, etc. Mais la manière dont il le dit, c'est bon, la Bundesliga, un club ambitieux en Bundesliga, un peu importe lequel ça sera, ça pourra m'aller parce que ça correspondra à mes qualités. Oui, parce qu'il y a des éléments qui sont importants. C'est qu'aujourd'hui, passer, encore une fois, sans dénigrer, c'est très très rare de passer aujourd'hui du FC Nantes au Real Madrid. C'est très très rare. Et aujourd'hui, même les gros clubs anglais, moi je parle en connaissance de cause, Nicolas Pepe, il y a des gros clubs anglais qui pouvaient l'avoir pour 3-4 millions. Mais aujourd'hui, quand tu es un club anglais, que tu as les ambitions des clubs anglais, que tu as l'argent des clubs anglais, en fait, et je vous le dis, et encore une fois, ça sort de rendez-vous que je peux avoir avec des clubs, ils nous disent « Samir, écoute, c'est simple. Je préfère qu'il aille en Allemagne, dans un meilleur club français, dans un club français qui joue régulièrement l'Europe, et le payer 3 fois le prix parce que j'en ai les moyens, mais au moins avoir les garanties. » Tu parles du moment où Nicolas Pepe était à Angers et avant qu'il parte à Lille. Voilà, c'est ça. Quand il part d'Angers, avant de partir d'Angers, il y a des intérêts déjà, de très gros clubs. Sauf que les gros clubs nous disent, on l'aime bien, on le veut, mais par contre, il faut qu'il confirme. Plutôt qu'un pari à 3-4 millions, on préfère dépenser 80 quand on est Arsenal. Mais avec des saisons beaucoup plus avec une saison aboutie dans des clubs moyens plus et potentiellement avec plus de certitude. Des clubs et encore une fois, ils ont tellement de pression, ils ont tellement de pression aussi au-dessus parce que les investissements sont importants. Ils veulent un maximum de. En fait, ils minimisent les risques, même si ça reste du football. Bien sûr. Et on peut minimiser les risques et se tromper. Mais aujourd'hui, voilà, et d'où le tremplin et d'où les clubs anglais. Et aujourd'hui, quand vous passez dans un club allemand et que vous confirmez en Allemagne, vous pouvez passer beaucoup plus facilement dans un top club anglais de suite, plutôt que dans les clubs de seconde zone en France. D'où l'attrait aussi du championnat allemand. Et il y a certains clubs où ça passe pas, ce genre de déclaration. Il y a ça aussi qu'il faut dire. Le côté tremplin est assumé. De la part des joueurs, de la part aussi des clubs. Moi, je connais pas mal de clubs aujourd'hui en Europe. Si tu fais ce genre de déclaration-là... qu'est-ce que c'est que ce joueur qui ne veut pas s'installer chez nous Voilà, exactement. Donc ça aussi, ça fait partie de la trajectoire de carrière de certains joueurs. Et je pense que c'est pris en compte par le joueur et c'est pris en compte par les agents et même par le club. Ouais, mais Walid, quand tu es l'Olympique Lyonnais ou tu es l'Olympique de Marseille et que tu as le budget qu'ils ont, je suis désolé, c'est normal qu'ils n'acceptent pas. Parce que normalement, quand tu es l'Olympique Lyonnais ou l'Olympique de Marseille, tu dois attirer des joueurs pour justement gagner des compétitions. Exactement, et pour gagner des compétitions. Mais pourtant, Francfort en a gagné là récemment et montre qu'ils sont en 8e de finale de Ligue des Champions et ils étaient dans la poule de Marseille, ils sont passés devant Marseille. Donc... Après, c'est un autre débat. Comme Benfica, avec un budget beaucoup moins important que certains clubs français. Mais qui accepte aussi cette politique et qui accepte cette politique de revente, tremplin, avec Nunez, avec Enzo Fernandez, etc. Yacine, j'aimerais revenir sur quelque chose que tu as un peu brièvement abordé, c'est l'aspect que les clubs allemands vont emmener une structure collective autour de diamants un peu bruts que sont les joueurs français. Et il y a autre chose aussi, Samir en parlait un peu, c'est la confiance que peuvent donner ces clubs à des jeunes joueurs. C'est une vraie marque de différence entre les clubs français et les clubs allemands. C'est la confiance qu'ils peuvent donner à des joueurs, même encore presque en post-formation. Oui, parce que en fait, les clubs allemands ont aussi une vision totalement différente des clubs français. Les clubs allemands sont quand même structurés pour durer. On n'est pas là pour faire des coups. Encore, les transferts, c'est toujours des coups. Mais ce que je veux dire, c'est que le projet club, il est installé, la politique sportive, on la connaît. Il n'y a pas de changement de direction au bout de 3 mois parce que le coach, ça ne correspond pas et qu'on part sur un autre projet complètement. C'est une ligne directrice. Là aussi, il faut bien repenser que tout ça, ça a été aussi forcé
par la fédération allemande dans cette fameuse révolution de 98-2004 pour structurer les clubs, pour amener justement ce championnat compétitif, pour amener ce championnat, tu vois, vous parliez de Francfort qui assume le côté tremplin. Ouais, ça fait partie du truc, c'est pas un problème pour mais eux comme d'être Dortmund, comme avec Haaland, avec Sancho. Mais ils le sont même déjà pour l'Allemagne tout court, parce que il y a tremplin et tremplin. Non, mais quand tremplin avec Bellingham, moi j'aimerais bien être le tremplin. Oui, c'est vrai. Mais c'est justement ça aussi. Ouais. C'est-à-dire que tu le sais, et tu vas profiter du joueur pendant 2 ans, pendant 3 ans. Tu sais qu'il va partir, mais pendant ce temps-là, c'est pas juste il vient se faire briller, il fait quand même partie d'un projet collectif, d'un projet sportif. Voilà. Et on n'a pas peur aussi, il y a une différence aussi de vision avec l'Allemagne, c'est qu'en France, on veut faire jouer les jeunes, mais on veut qu'ils soient bons tout de suite. En Allemagne, on est conscient qu'un joueur jeune met du temps. Nkunku, il brille pas au bout de 2 semaines à Leipzig. Mais on sait dans le processus ce que ça va amener, etc. Notamment, par exemple, aussi dans les changements de poste. Nkunku, quand il commence à Leipzig, il joue pas le même poste que quand il brille vraiment. Voilà, il y a quelque chose de cohérent. Et je pense qu'au-delà de la confiance que le club envoie aux joueurs, ça rassure aussi le joueur. C'est-à-dire qu'il sait qu'il peut passer au travers de 2 matchs. On va pas lui couper la tête en disant bon, c'est raté sur lui, ça dégage. On essaie de le transférer ou de le prêter, on va chercher quelqu'un d'autre. Non, le projet, il est inscrit. Tout le monde va dans la même direction, du coach au directeur sportif, aux joueurs. Et évidemment que c'est très rassurant pour le joueur. Et on voit bien Kolo-Muani aussi. Voilà, Kolo-Muani, il a été bon. Même si c'est une réussite un peu express, hein, quand même. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que d'un coup, il explose réellement parce que cette confiance qu'on t'amène, elle est hyper importante pour un joueur. Tu peux pas être sûr. Mais après, Kolo-Muani, c'est encore une fois, Kolo-Muani, en fait, l'anomalie, elle est qu'il ne doit pas faire Nantes-Francfort. Il doit faire Nantes, Lyon, Marseille, Paris. Et libre en plus. Oui. Mais aujourd'hui, elle est là la question de la discussion. C'est quoi le plus intéressant, aller à Francfort aujourd'hui ou aller à l'OM ou à Lyon? Quand t'es agent, toi demain, t'es agent de Kolo-Muani, tu lui fais faire quoi comme choix? Encore une fois, ça dépend. Moi, bien sûr, ça dépend. Mais aujourd'hui, moi, je trouve que champion d'Europe, Marseille est très attractif. Oui. Mais et qui plus est avec aujourd'hui Pablo Longoria. Oui. Quand on voit l'équipe qu'il fait avec le budget qu'il a au départ, et quand on voit l'équipe qui a été faite avec les 100 millions ou les 150 millions de budget il y a quelques années, les 200 moments. Oui, mais l'exposition, le championnat qui favorise, moi je pense, les offensifs, la progression. Alors sur ce club en particulier, je suis pas d'accord. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit l'exposition, et on le voit bien, hein, Saliba, Arsenal, Marseille, équipe de France. Guendouzi, Arsenal, Marseille, équipe de France. Donc aujourd'hui, Marseille est très exposé. Aujourd'hui, sincèrement, Marseille n'a rien à envier à des clubs, à des moyens plus de Bundesliga. Complètement. C'est récent alors, c'est très récent. C'est très récent, oui. Mais aujourd'hui, dans la politique actuelle et par rapport aux résultats actuels, oui. Marseille est très attractif. J'aimerais revenir sur quelque chose que Yacine a dit, Samir, et avoir ton avis. Alors, je vais pas te mentir, j'ai pas vu tous les matchs de Francfort depuis que Evan Ndika est là-bas, mais j'imagine qu'il a dû faire quelques erreurs. Est-ce que tu trouves qu'il y a un plus gros droit à l'erreur en Bundesliga qu'il peut y avoir en France? Alors, je vais être contradictoire. Oui. Alors, la réponse, c'est oui. Parce que quand Evan est arrivé, moi qui regarde presque tous les matchs, j'en ai pas raté beaucoup, et quand je peux pas le voir en live, je le revois. Il a fait beaucoup d'erreurs au départ. Enfin, quand je dis beaucoup, j'accentue volontairement pour expliquer les choses. Qu'on lui laisse la chance. C'est ça. Il a fait pas mal d'erreurs au départ, de placement, pas forcément visible pour un téléspectateur, mais pour un coach avisé, oui, il a fait quelques erreurs de placement et autres. L'avantage qu'il a eu, c'est que il faisait des erreurs, mais on le remettait en lui disant voilà Evan, on le prend, vidéo, voilà ce qui va, voilà ce qui va pas, et ça lui permet à lui de corriger. Donc effectivement, ça crée de la confiance. Et forcément, tu te sens en confiance et petit à petit, tu corriges. Quand tu es un garçon intelligent, tu corriges. Et au final, tu gagnes en maturité, tu gagnes en compétitivité. Et au final, tu deviens de mieux en mieux. Maintenant, pourquoi je dis, je vais être contradictoire. Je vais prendre un exemple d'un joueur qu'on a, c'est Lenny Yoro. Et c'est pour ça que je dis, c'est une question de mentalité. De Lille. De Lille, exactement. Et de coach. Lenny Yoro fait une erreur contre Rennes. Après, effectivement, il fait un gros match derrière. Il gagne, il s'impose 2-1. Le match suivant, il est sur le terrain. Donc là aussi, le coach, il a eu de la confiance. Et c'est pour ça que je dis que ça peut se faire en France. Après, c'est une question de mentalité. Après, contre Lyon, le match suivant, il fait une deuxième erreur. Et il est moins bien. Après, pour des raisons autres, mais bon, voilà, bref, c'est autre chose. Mais Fonseca, et il lui parle surtout. Et c'est ça le plus important. Pour un gamin de 16, 17, 18, 19 ans, le plus important, c'est de parler, c'est de communiquer. Et en France, parfois, on a du mal. Parfois, les joueurs se retrouvent
Mais c'est peut-être pas anodin que ce soit un coach étranger aussi qui soit à la tête. En dehors d'un groupe. Et c'est pour ça que la communication est très importante. Il est en dehors d'un groupe, en dehors du terrain. Mais à partir du moment où tu lui expliques les choses, c'est un garçon intelligent, il va comprendre. Voilà, on t'a sorti pour telle et telle raison. Mais aujourd'hui, parfois, les joueurs se tournent vers leur agent. Mais nous, parfois, on n'a pas l'explication. On n'est pas là au quotidien, on n'est pas dans le groupe. Mais voilà, j'ose espérer que ça... En France, on fait jouer des jeunes, on ne peut pas dire le contraire. Et encore cette année, il y en a de plus en plus. Mais effectivement, on fait jouer des jeunes et on ne fait pas jouer n'importe lesquels. Parce que le talent est là. Aujourd'hui, je pense qu'aussi en France, on va vers cette voie-là parce qu'on s'est rendu compte que dans d'autres championnats, il y avait peut-être un peu mieux exploité les talents que nous pouvions avoir. Je ne suis pas d'accord sur les raisons pour le coup. Et dans les derniers, dans les derniers exemples de Samir, on parle de Longoria à l'Olympique de Marseille, on parle de Fonseca là récemment au LOSC, donc ça va mieux. Maintenant, moi, pour les exemples de Bundesliga que j'ai vus, quand tu parles d'Evan, il arrive dans une équipe de Francfort qui vient de faire demi-finale d'Europa League, qui a fait, qui entre guillemets, qui a essayé qui a une direction. Il a des joueurs autour de lui, ACB, des joueurs d'expérience qui essayent de... C'est-à-dire qu'ils viennent pas. La même chose pour Leipzig. Leipzig, Konaté, quand il joue, il était avec Willy Orban. La même chose pour Upamecano. Walid, je me permets de te couper. En fait, ce qui est dérangeant dans la situation d'Evan, c'est que quand tu as un échange pendant l'été, juste avant le mercato, c'était Coupe du Monde 2018, parce que je me souviens, j'étais en Russie. Et quand tu as un échange avec le directeur sportif et qui te dit il va être 3e ou 4e, et à la base c'était 4e défenseur à Auxerre en Ligue 2, et que tu as Francfort qui vient et qui te dit je suis prêt à payer le transfert, et moi je te dis que chez moi il va jouer et il va être titulaire s'il est performant dès le départ, comment on peut m'expliquer qu'en Ligue 2 à Auxerre on m'explique qu'il va être 4e défenseur, mais en Allemagne, en Bundesliga, il jouait l'Europe, cette année-là, il jouait l'Europe, il va être titulaire. Là, le décalage, le delta, elle est là la clé, c'est que dans le discours, il y a vraiment une volonté de le faire jouer et de le concerner très très rapidement. Ouais, complètement. Après, moi, ce qui me dérange, c'est qu'aujourd'hui, j'en reviens à ce que tu disais tout à l'heure, on le fait de plus en plus en France. Non, on le fait de plus en plus en France parce que économiquement parlant, on se doit de le faire. Parce que beaucoup de clubs sont en difficulté. Donc aujourd'hui... C'est forcé. C'est pas forcé parce que on peut moins recruter et donc moins gonfler un effectif, donc on se tourne un petit peu plus vers la jeunesse. Ouais, parce qu'aujourd'hui, il y a deux marchés. Il y a le marché du joueur 24 et au-dessus, et tu as le marché maintenant de la post-formation, qui est le marché aujourd'hui le plus important. C'est le plus important parce qu'aujourd'hui, la jeune génération et les nouveaux prospects et les nouveaux profils sont les joueurs les plus bankable, entre guillemets. Donc, avant de passer à l'aspect aussi contractuel qui est assez intéressant, je pense, avant de terminer cette émission, Yacine, on a parlé là, des joueurs qui utilisaient peut-être des clubs moyens plus de Bundesliga pour être tremplin, mais on a aussi des jeunes qui partent au Bayern très très tôt. On en a eu 2 sur les 2-3 dernières années, notamment Matistel et Tanguy Kouassi, avec une réussite qui n'est pas forcément la même. Regardez la déclaration qu'avait fait Matistel juste au moment où il fait ce choix du Bayern, donc en 2022. Le Bayern est une des meilleures équipes au monde. Je suis très heureux de relever ce formidable défi. Je donnerai tout pour ce club. Les discussions avec les responsables du Bayern m'ont beaucoup impressionné et m'ont rapidement fait prendre conscience que je voulais absolument aller à Munich. Matistel, 17 ans, n'a pas peur d'aller au Bayern, et sur sa première saison, il joue pas à tous les matchs, mais il arrive à avoir déjà des minutes. Il arrive notamment aussi à être déjà performant dans des bouts de match et dans les bouts de match qu'il peut avoir. Oui, parce que en fait, le Bayern, ils font pas un coup parce qu'ils ont entendu parler de Matistel de matchs avant et qu'ils se disent tiens, il y a un petit jeune en France. Le joueur, il est suivi, ils connaissent ses qualités, ils connaissent son entourage. Et ils ont un projet pour lui. Alors, tu vois, là, on parle de Matistel, mais par exemple, Kouassi, ça n'a pas marché. Alors, pour plein de raisons, encore une fois, chaque joueur est différent, chaque environnement est différent. Et peut-être que ça ne marchera pas aussi. Et la situation était différente au moment du départ. Voilà. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que ce que disait Samir sur les clubs, en fait, c'est ça l'important. C'est-à-dire que quand on vient chercher ton joueur, on ne vient pas chercher un joueur parce qu'on l'a entendu... il y a un joueur qui brille en Ligue 1. On a un projet pour lui. On sait les qualités qu'il a. Il correspond à une recherche véritablement établie. On sait les défauts qu'il a. On sait que le temps, entre guillemets, on ne sait jamais le temps que ça va prendre, mais on estime un peu le temps que ça va prendre. On peut lui accorder. Voilà. Et tout ça, c'est hyper important. Et je pense que dans le discours, il y a ça aussi. C'est-à-dire que quand on est capable de te présenter tes qualités, tes défauts, le projet qu'on a pour toi, et il y a une dernière chose, et je pense que c'est aussi quelque chose de très important, c'est ne pas mentir aux joueurs. Il ne faut pas raconter des trucs aux joueurs en leur disant tu vas avoir du temps de jeu, au bout de 2 mois, le joueur il a joué 1 minute 20 et il est déjà au bout du rouleau.
Si on te dit tu vas avoir du temps de jeu, tu as du temps de jeu. Et c'est pour ça que je disais que les retours des joueurs partis en Allemagne, c'est aussi ça. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on t'a promis au départ? J'aurais du temps de jeu. T'en as eu? Oui, j'en ai eu. Ah d'accord, donc eux en même temps, ils te considèrent, ils t'exposent, entre guillemets, la vérité. Il n'y a jamais de vérité dans le foot, mais moins il y a de mensonges et plus le joueur est en confiance. Et plus le projet, il va y adhérer. Donc, bah oui, je pense que Matistel, on lui a pas dit tu vas jouer 32 matchs cette année. Par contre, tu vas avoir du temps de jeu. Il y a moins de rentrées, il y a la coupe, il y a de ceci. Ouais, et au fur et à mesure, après, il y a encore une fois la performance du joueur. Hein. Ouais. Si il fait 3 matchs et qu'il sera de 3 matchs, évidemment que le. Et puis on parle d'un potentiel super crack. Hein, oui. En plus, Matistel, c'est un bon deal pour tout le monde. Au final, lui, quand on regarde ses statistiques, il a joué plus de matchs aujourd'hui au Bayern qu'à Rennes l'année dernière, même s'il avait un an de moins à Rennes. Quand on regarde le montant du transfert, quand tu es Rennes et que tu as formé un joueur, que tu le vends, il a fait 8 bouts de match chez toi et tu l'as vendu 35 millions d'euros, c'est un bon deal. C'est hors du commun. Et effectivement, le joueur voulait aller là-bas. Le club, franchement, ils ne se sont pas trompés sur le profil parce que pour le coup, c'est un vrai top joueur, mais vraiment. Donc au final, Matistel, c'est un bon deal. Après, voilà, à voir. Je pense que chaque cas est différent. Mais... Alors, j'aimerais bien avoir ton avis sur l'aspect contractuel parce que c'est aussi un peu le... J'ai pas envie de dire l'excuse, mais c'est la raison qui est souvent évoquée pour les clubs français qui n'arrivent pas à garder leurs pépites, notamment Paris Saint-Germain. C'est des excuses qui sont revenues. C'est le nombre d'années de contrat qui peuvent être données à des jeunes joueurs quand ils sont en situation de post-formation. Est-ce que ça a une véritable importance, toi qui es agent, quand ton jeune va signer son premier contrat pro? Est-ce que c'est une véritable importance, cette durée de contrat? Et là-dessus, il y a un véritable avantage que peuvent avoir des clubs étrangers, notamment les clubs allemands. Alors, je suis désolé, je vais te poser une question pour essayer de comprendre la question, parce qu'il y a 2 réponses. Alors, est-ce que c'est plus il est court et plus c'est intéressant pour nous, ou plus il est long, plus c'est intéressant pour nous? C'est à toi de nous dire, mais j'imagine que non, parce qu'au final, plus il est court, plus c'est intéressant pour nous. Pour l'agent ou pour le joueur? Pour l'agent et le joueur. Parce que ça te permet en fait d'être en position de force beaucoup plus rapidement que s'il était long. Et que si demain le club ne tient pas ses promesses, bah. Moi j'aurais vu, c'est peut-être naïf, mais je me suis dit, as une vision si c'est du long terme, déjà ça t'assure. T'as une assurance pour le joueur. Non, du coup c'est pas vu comme ça. Plus il est long, plus le club va prendre le temps de t'amener. Et aujourd'hui, la jeune génération, ils n'ont plus le temps. Ils veulent plus avoir le temps. Avant Mbappé et un après Mbappé. Et aujourd'hui, les jeunes n'ont plus le temps. Aujourd'hui, les jeunes, c'est à partir du moment où ils ont le niveau, ils veulent jouer. Ils veulent jouer. Voilà, ils veulent avoir l'opportunité. Donc l'excuse des 3 ans maximum ou 5 ans de contrat, non, pour un agent, non. Après, pour un club, oui. Et d'ailleurs, c'est en cours de discussion et je pense que ça va très vite changer et ils vont augmenter la durée du premier contrat de 3 à 5 ans pour protéger justement les clubs. Parce que quand tu es un club et que tu as un top joueur et que tu dois le protéger, parce qu'à partir de 16 ans, tu peux signer professionnel et à partir de 16 ans, les clubs peuvent les prendre... Les clubs européens peuvent prendre les joueurs. Du coup, ils signent un contrat, le premier contrat de 3 ans, la durée maximum, le premier contrat professionnel, la durée maximum est de 3 ans. Quand vous signez un premier contrat professionnel de 3 ans à 16 ans, vous arrivez en fin de contrat à 19 ans, quand vous arrivez à maturité. Donc les clubs, sur la dernière année, ils se retrouvent en difficulté. Et du coup... Donc voilà, le but, c'est pour ça qu'ils veulent... Et pourquoi, là, je pose la question à Samir, mais pourquoi c'est de plus en plus tôt aujourd'hui? La Bundesliga, on l'a bien vu au Paris Saint-Germain, il y a eu Tanguy Kouassi, mais même cette année, il y a eu pour Zahir Emery, pour d'autres joueurs de sa catégorie, il y a eu des discussions avec les clubs allemands. On a eu Matistel. Là, ça va encore plus s'intensifier sur les 16, 17, 18 ans pour avoir la crème de la crème des joueurs français. Et est-ce qu'aujourd'hui, les gros clubs français, type l'Olympique Lyonnais, type dans la formation, bien évidemment, type Rennes, type le Paris Saint-Germain, est-ce qu'ils vont pouvoir aujourd'hui, tu penses, lutter contre la Bundesliga? Parce que on le répète souvent, on parle du Paris Saint-Germain avec les jeunes joueurs là notamment, tu es concerné avec Garbi, le fait de ne pas donner assez de temps de jeu à ces joueurs là, est-ce que en fait c'est vraiment le temps de jeu qui aujourd'hui c'est vraiment ça aujourd'hui c'est le temps de jeu qui fait la différence chez les jeunes joueurs? Aujourd'hui, ce qui fait la différence entre aujourd'hui, quand tu es le Paris Saint-Germain, tu peux proposer, si on parle financièrement parlant, tu peux proposer un meilleur contrat qu'un club allemand. Ce que je disais au début de l'émission, c'est que Evan avait trois solutions. On a choisi la solution, le projet sportif. Mais Evan jouait quelques bouts de match à Auxerre. D'accord, pas énormément. Non. Il avait fait 8 bouts de match, je crois, sur la saison. Il jouait pas énormément. Donc c'est plus cet appel pendant la Coupe du Monde 2018 là, que tu nous racontais qui a fait la diff en disant...
Ces mecs-là veulent me faire jouer tout de suite. C'est un tout. C'est-à-dire que nous, encore une fois, on estimait, après chacun à sa manière de travailler. Nous, voilà, on essaye de voir très régulièrement les joueurs, si ce n'est presque tous les week-ends. On essaie de voir nos joueurs, justement, pour essayer de les connaître. Voilà, pour les connaître au maximum. On connaissait l'équipe, on connaissait Evan, on connaissait le caractère d'Evan, on connaissait la maturité d'Evan. Donc nous, on estimait qu'il était prêt à aujourd'hui postuler pour une place de titulaire, ce qui n'était pas le cas du club. Ça s'entend. Voilà, c'était audible. C'est juste que nous, on avait du coup d'autres solutions, d'autres opportunités. Voilà, on s'est posé autour d'une table. Tout le monde est sorti gagnant. Auxerre voulait un certain montant pour le laisser partir. Ils l'ont eu. Evan était content parce qu'il a eu l'opportunité de pouvoir partir et jouer. Et voilà, tout le monde est content. Après, Francfort était content parce qu'Evan a aidé à gagner une Coupe d'Europe. C'est ça. C'est plutôt pas mal. Donc le mot d'ordre, c'est jouer. C'est ça, c'est de jouer. Et après, encore une fois, chaque cas est différent, chaque club est différent. Aujourd'hui, la problématique au Paris Saint-Germain n'est pas la même qu'à Lyon, à Valenciennes ou à Rennes. Bien sûr. Chaque cas est différent. Mais effectivement, le mot fort, c'est le temps de jeu. Bon, c'était une discussion, je pense, très intéressante sur pourquoi les Français ont la cote en Bundesliga, mais pas que. Je retiens la leçon. C'est bien parce qu'il nous a apporté un peu de nuance sur, non, mais c'est vrai, sur pas mal de situations. Ouais. Si vous avez aimé la vidéo Les Socios, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce bleu. Si vous l'avez pas aimé, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce bleu aussi. Voilà, on les prend. Merci à tous de nous avoir suivis. Si vous aimez ce type de format, n'hésitez pas à nous le dire, à nous proposer des thèmes aussi. Bien sûr. Pourquoi pas, parce que ça pourra nourrir nos discussions. Des invités qui peuvent être intéressants. Faites-nous notre boulot, quoi. Faites-nous la programmation, ça va être plutôt pas mal. Merci Yacine. Merci à toi. Merci Samir d'être passé avec nous. Et je remercie Samir parce qu'on devait le faire la semaine dernière. Il avait eu un contretemps et il tenait à être là et on l'a refait une semaine après. Et merci beaucoup Samir pour ta disponibilité. Merci à Fares Hachem. Moi, on ne remercie plus. Je viens de te remercier, moi. C'est bon. T'es la famille, toi. Merci Fares Hachem, Arthur Majoli qui ont préparé et réalisé cette émission. Tous ceux qui nous écoutent en podcast, c'est bon, c'est terminé. Tous ceux qui nous regardent sur YouTube, à très vite dans le Club Les 5. Ciao tout le monde.